Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Aujourd'hui, nous allons proposer aux élèves de Terminal S un exercice qui va parler du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique E uniforme. Donc sans plus tarder, chers élèves, je vous demande de prendre l'énoncé de l'exercice et juste après cela, une correction vous sera proposée. On donne valeur absolue de Q égale à 2E avec E égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, E' égale à E égale à 2 10 puissance 4 volts par mètre, M égale à 4 10 puissance moins 27 kg, D1 égale à 4 cm, L égale à 2 D1 et grand D égale à L. Une particule X de masse M de charge Q est accélérée entre les armatures PA et PB d'un condensateur où règne un champ électrique uniforme E'. Après sa sortie sans vitesse initiale de la chambre d'ionisation. Premièrement, préciser le signe de la charge Q, puis établir l'expression de sa vitesse en O', en fonction de Q, E', M et D1, en déduire sa valeur. Deuxièmement, à t égale à 0, la particule X pénètre avec la vitesse V0 entre les armatures P1 et P2 où règne un champ électrique plutôt uniforme E et émerge au point S. 2.1. Représenter les plaques P1 et P2 en y précisant leur signe et une représentation du vecteur champ électrique E. 2.2. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de X en fonction de Q, E, M, V, O' et D1. 2.3. En déduire son expression numérique en fonction de, avec V0 égale à 3,5 10 puissance 5 mètres par seconde. Troisièmement, à sa sortie des plaques P1 et P2, X se déplace le long d'un segment SP avec P, son point d'impact sur l'écran. En réalité, l'équation cartésienne de la trajectoire de X entre P1 et P2 est Y égale à 6,53x carré moins 0,52x plus 0,01. En déduire les coordonnées 3,1 du point d'émergence, 3,2 du point d'impact. Voilà, chers élèves, l'énoncé de l'exercice. Ici, donc, sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de répondre aux questions posées. Pour la première question, on nous demande dans un premier temps de déterminer le signe de la charge Q. Maintenant, pour comprendre bien, pour répondre à cette question, l'élève doit d'abord essayer de comprendre le dispositif avec lequel il travaille. Le dispositif est constitué d'une chambre d'ionisation. Que signifie la chambre d'ionisation? C'est la chambre de production des ions. Donc, c'est la chambre de production des particules X. Par conséquent, ces particules X donc sont produites à partir de cette chambre d'ionisation. Ces particules viennent au point O avec une vitesse pratiquement nulle. Qu'est-ce que nous voulons? On l'a dit dans l'énoncé de l'exercice. Nous voulons que la particule soit accélérée de O vers O'. Pour que la particule puisse être accélérée de O vers O', qui va faire déplacer la particule? En toute rigueur, ce sont les forces. Mais ici, la force qui va s'exercer sur la particule pour déplacer la particule de O vers O' n'est rien d'autre que la force électrique. Vous savez qu'il existe une relation entre la force électrique et le champ électrique E. Pourquoi? Parce que pour la particule avec laquelle nous travaillons, cette particule est soumise à une force électrique F, mais F qui est égal à quoi? F qui est égal à Q fois E. Maintenant, regardez bien le sens de F, le sens de E plutôt. E est donné, mais comme je l'ai dit, la particule sera déplacée de O vers O' par qui? Par la force électrique F. Par conséquent, F aussi va être horizontal, mais F va être orienté de O vers O'. Du coup, F et O comme suit. Et lorsque F est comme suit, qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que F et E sont collinaires, oui, mais F et E sont collinaires et de sens opposé. Par conséquent, si F et E sont collinaires de sens opposé, ceci justifie tout simplement, bien ceci prouve que la particule avec laquelle nous travaillons a une charge Q qui est négative. Donc voilà, on a justifié qu'en réalité, la particule avec laquelle nous travaillons a un signe Q qui est négatif. Ainsi, il existe une autre méthode pouvant démontrer tout simplement que la particule est chargée tout simplement de charge Q négative. La réponse est oui. Comment justifier d'une autre manière que la particule est de charge Q négative? Regardez. Initialement, la particule se trouvait au point O avec une vitesse pratiquement nulle. Et la particule va être accélérée de O vers O'. C'est comme si la particule était repoussée par la plaque PA et attirée par la plaque PB. Pourquoi? Parce que OE se trouve au niveau de la plaque PA et O' se trouve au niveau de la plaque PB. Donc je répète,
c'est comme si la particule est accélérée de O vers O', c'est comme si que la particule X était repoussée par la plaque PA et attirée par la plaque PB. Est-ce que nous avons une idée de la polarité des deux plaques PA et PB? La réponse est oui. Comment savoir la polarité de ces deux plaques? Parce que vous avez aussi le champ électrique E. Comment est le champ électrique E? Horizontal, orienté vers la plaque PA, pour dire que PA est polarisé négativement. PA étant polarisé négativement, PB aussi va être polarisé comment? Positivement. PB étant polarisé positivement, on vient de dire que la particule elle est repoussée par la plaque PA, attirée par la plaque PB. La particule donc est repoussée par la plaque négative et attirée par la plaque positive. Pour dire quoi? Que la particule X et la plaque PA sont de même signe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la particule X est chargée négativement. Voilà, chers élèves, deux façons de démontrer que la charge Q est négative. Donc, on va rédiger cela. Toujours dans cette question, on nous demande aussi de déterminer l'expression de la vitesse au point O'. Comment faire pour répondre à cette question? Qu'est-ce que nous savons? On a une idée de comment le mouvement va se dérouler. La particule X quitte le point O avec une vitesse nulle, arrive en O' avec une vitesse V que nous allons essayer de donner son expression. Comment faire maintenant pour répondre à la question, pour avoir l'expression de V? On sait que, n'est-ce pas, de O vers O', la particule est soumise à la force électrique F, qui est ici une force constante. Pourquoi? Parce que la charge Q, elle est constante, mais le champ électrique E étant uniforme, donc E aussi est constant. Par conséquent, F qui est égal à Q est aussi, n'est-ce pas, une force constante. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre O et O'. On y va. Donc, système étudié, n'est-ce pas? C'est système étudié. La particule X. Bilan des forces. On néglige le poids devant la force électrique. Conséquence, la seule force qu'on a, c'est la force électrique F qui est égale à quoi? Q fois E. D'accord. On suppose qu'on travaille avec un référentiel plutôt terrestre galiléen. Et on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point O et le point O'. Par conséquent, d'après le TEC, EC en O' moins EC en O égale à quoi? Travail. Quel travail? Travail de la force électrique. EC en O', c'est 1 demi de M de OP au carré. Moins EC en O, on sait que la vitesse en O est en nulle. Par conséquent, l'énergie cinétique en O est aussi égale à 0. Et travail de la force électrique, c'est facile. Je vais utiliser la formule suivante, à savoir ça. C'est F scalaire de déplacement O, OP. Maintenant, revenons sur la figure et essayons de regarder ce qui se passe entre F et O, OP. F est orienté de O vers O', et O' aussi est orienté de O vers O'. Mieux, F et O' sont deux vecteurs qui sont collinaires et de même sens. Par conséquent, qu'est-ce qu'on aura? Donc 1 demi de M V O' au carré, c'est égal à quoi? Ici, les deux vecteurs sont collinaires et de même sens. Par conséquent, ce sera la norme de F multipliée par la distance O'. Norme de F qui va être égale à valeur absolue de Q. Et d'accord, multiplié par quoi? Multiplié par E. Multiplié par O'. Et si on regarde bien, O', je pense, est égal à la distance D1. Donc ici, multiplié par D1. Par conséquent, on va avoir maintenant l'expression de VO'. VO' au carré donc, va être égal à 2 valeur absolue de Q multiplié par E multiplié par D1 sur combien? Sur M. Donc du coup, on va avoir VO' va être égal à quoi? VO' va être égal à quoi? Racine. Quelle racine? 2 valeur absolue de Q E multiplié par D1 sur combien? Sur M. Je pense, si je ne me trompe pas, que nous avons répondu à la question qui a été posée. Donc sans plus tarder, on passe à la question suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? La particule X est déviée vers S par la force électrique F qui est égale à Q fois E. Ainsi, la force F est verticale, dirigée vers la plaque P1. La charge Q étant négative, donc E aussi va être verticale.
dirigé vers la plaque P2. Et je pense qu'on l'a représenté correctement. La force F, les plaques positives et les plaques négatives ont été notées. Donc on avance, on passe à la question suivante. Question suivante où on demande de donner l'équation cartésienne de la trajectoire de la particule, n'est-ce pas, lorsqu'il est dans ce condensateur délimité par les deux plaques P1 et P2. Pour le faire. La question qui a été demandée, c'est de donner l'équation cartésienne de la trajectoire de la particule lorsque cette dernière est dans cette zone. Moi, j'ai une idée de la nature de la trajectoire. Je sais qu'elle est parabolique, mais vous aussi, vous devez démontrer que cette trajectoire-là est parabolique. Mais dans les exercices que vous avez eu à faire, n'est-ce pas, dans la partie cinématique, à chaque fois qu'on demande de donner l'équation cartésienne de la trajectoire, cela suppose que nous connaissons les équations horaires du mouvement. Donc ici, avant de penser à l'équation cartésienne de la trajectoire, pensons d'abord à connaître tout simplement les équations horaires du mouvement. Et pour connaître ces équations horaires du mouvement, la connaissance de l'accélération va beaucoup nous aider. Nous devons avoir une idée de comment est l'accélération et à partir de là, on peut aussi avoir une idée de comment sont les équations de l'horaire du mouvement. Par conséquent, essayons d'avoir une idée de l'accélération et pour cela, il va falloir tout simplement appliquer donc, on fait l'étude dynamique, comme vous le savez, système étudié, ce sera la particule X. Bilan des forces, en négligeant de quoi, la particule sera soumise uniquement sous l'action de la force électrique F, qui est égale à Q par E. On suppose qu'on travaille, n'est-ce pas, dans un référentiel terrestre galiléen, et on applique le théorème du centre d'inertie, ou encore deuxième loi de Newton, qui nous dit quoi? Ici, F égale à combien? M fois A. F égale à M, voilà la relation que nous avons exploitée afin d'avoir une idée de comment est l'accélération. Comment? F égale à M, pour dire tout simplement ceci. Donc QE, vecteur égale à combien? MA vecteur. Par conséquent, A vecteur va être égal à quoi? QE sur combien? Sur M. Qu'est-ce que nous voulons avoir? Nous voulons avoir une idée de comment est l'accélération. On travaille, n'est-ce pas, dans un système où le repère ROIJ a pour origine le point O qui est là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le repère, quel repère? ROIJ, on a, regardez bien. Donc A, vecteur, va avoir quoi? Deux composantes AX et AY. À quoi sera égal à AX? À quoi sera égal à AY? AX va être égal à quoi? Q, EX, forcément, sur combien? Sur M. Et AY sera égal à quoi? QEY sur M. Est-ce que nous avons une idée de comment est EX et EY? Pour répondre à cette question, revenons ici. E, qu'est-ce que nous constatons? E est vertical, parallèle à l'axe YY. Mais E est vertical, mais dirigé suivant le sens opposé au sens de l'axe YY. Par conséquent, EX va être égal à 0, mais EY sera égal à moins E. Ce qui aura pour conséquence, donc A, ces coordonnées, à savoir AX et AY, seront AX, Q fois 0 sur M, c'est-à-dire 0. Et AY va être égal à quoi? Moins Q, E sur M. Pourquoi? Parce que EY est égal à moins E. Si je parle des conditions initiales, c'est quoi en réalité? Conditions initiales, pour dire tout simplement que nous allons nous intéresser tout simplement au début du mouvement dans le condensateur constitué par les plaques P1 et P2. Ce début du mouvement, n'est-ce pas? Ce mouvement commence par le point O'. Donc on aura besoin des coordonnées de O', mais attention. Donc X de O', Y de O'. Dans beaucoup d'exercices, ce point O était considéré comme étant l'origine du repère. Mais ici, O' n'est pas l'origine du repère. Où est l'origine du repère? Il est là, au point O. Qu'est-ce que nous savons? O', n'est-ce pas, qui est le premier point occupé par le module au cours de ce mouvement dans le condensateur constitué par les deux plaques P1 et P2. O' est sur l'axe XX'. Pour dire quoi? Que O' n'a pas de composante verticale. Donc, Y de O' est égal à 0. Mais X de O' est différent de 0. X de O', c'est cette distance. Et cette distance n'est rien d'autre que D1. Par conséquent, X de O', c'est D1. On a les coordonnées de O', mais aussi on va essayer de donner les coordonnées de V0', bien V de O', X, V de O', Y. Regardez bien, O' et V de O'.
V de O' est comment? Horizontal. Pour dire quoi? Que V de O' n'a pas de composante verticale. V de O' est horizontal et orienté suivant le même sens que l'axe des X. Donc ici, on n'a pas V O'. Tout. Donc nous avons une idée de comment est, n'est-ce pas, comment sont les coordonnées de la vitesse au point O', comment sont aussi les coordonnées du point O'. À partir de ce moment-là, on peut donner les coordonnées des équations horaires, on peut donner les équations horaires du mouvement. Donc pour ce qui est des équations horaires, qu'est-ce qu'on va faire? Équation horaire, OM de t, X de t, et pas encore Y de t. Et là encore, chers élèves, ce n'est pas compliqué. Tout va venir de là, de l'accélération et de ses coordonnées. Regardez, suivant x, qu'est-ce que nous savons? Suivant x, l'accélération est nulle. L'accélération est nulle suivant x, pour dire que la vitesse est constante suivant x, pour dire aussi que le mouvement est rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme suivant x, pour dire que x de t va être égal à quoi? V de x fois t plus x0. V de x fois t plus x0, mais sachant que v est égal à une constante, donc v0x et v de x c'est exactement la même chose. Donc suivant x, v est égal à v0', donc on a v0' fois t, v0t plus x0. x0 sera égal à x0', x0' qui est égal à quoi? À d1. Voilà, donc suivant x, nous avons donné l'équation horaire du mouvement. On va faire exactement la même chose suivant y'. Comment ça? Suivant y', qu'est-ce que nous avons? Nous avons une accélération qui a l'expression suivante, à savoir moins QE sur M. Moins QE sur M qui est égal à une constante. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Suivant y', l'accélération est constante. L'accélération est constante suivant y', donc le mouvement que nous avons sera un mouvement rectiligne uniformément varié, que nous dit la cinématique. Si le mouvement est suivant y', est rectiligne uniformément varié, donc l'équation horaire plutôt y égale quoi? 1 demi de A donc moins QE sur M, facteur de quoi? T au carré. Plus combien? Plus V0Y fois T. V0Y, c'est-à-dire 0 fois T, c'est 0. Plus quoi encore? Plus Y de 0 qui est égal à 0. Donc suivant Y', voilà l'équation horaire du mouvement. On a les équations horaires, x de t, y de t. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer, à partir de x de t, y de t, essayer de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Comment? Suivez attentivement. Nous avons les équations horaires, nous allons exploiter la première, à savoir x de t égale à v0' fois t plus d1. La conséquence c'est quoi? C'est v0' fois t va être égal à quoi? X moins d1. Du coup, on aura pas donc t va être égal à quoi? X moins d1. Le tout sur v0'. Ça nous donne une troisième relation. Qu'est-ce que nous allons faire de cette troisième relation? Cette troisième relation, nous allons l'introduire dans 2. Pour avoir quoi? Pour avoir ceci. Y de x, cette fois-ci va être égal à quoi? On aura moins quoi? QE sur 2m facteur de quoi? À la place de t, on va mettre quoi? X moins d1 sur combien? V0 de tout au carré. Par conséquent, qu'est-ce qu'on aura donc? Y de x va être égal à combien? Regardez bien. Moins QE sur combien? 2m. Le V0 là, avec le carré, ce sera V0 carré. V0 carré qui sera au dénominateur. Facteur de quoi? Facteur de tout simplement x moins d1 de tout au carré. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement développer ici, parce que ça c'est une quantité moins k, a moins b de tout au carré. Donc du coup, on aura y de x va être égal à quoi? Moins q e sur combien? 2m v0 au carré. Facteur de quoi? Facteur de x carré moins 2 d1 fois x plus combien? d1 de tout au carré. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire, n'est-ce pas? En fonction tout simplement des constantes qui ont été données. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande tout simplement de remplacer toutes les constantes par leur valeur pour donner l'équation numérique tout simplement de la trajectoire. Donc, n'est-ce pas? On y va. Application numérique.
Donc, après développement, on va se retrouver avec une expression de la forme y de x égale à 6,53 x carré moins 0,52 x plus 0,01. Voilà, chers élèves, comment faire pour répondre à cette question. On demande de donner les coordonnées du point d'émergence S. Point d'émergence S qui n'est rien d'autre que le point de sortie. Pour avoir une idée de x de S, comment faire? Revenons sur la figure. C'est bon. Nous sommes sur la figure. Où est le point S? Il est là. Quel est son abscisse? Projetons et on est là. Voilà x de S. Maintenant, cette position va être repérée par rapport à O. Attention. Et pour repérer cette position par rapport à O, ce sera tout simplement la distance. Cette position jusqu'à O', plus tout simplement la distance séparant O' et O. La distance séparant O' et O, cette distance-là, elle est égale à D1. Et celle-ci est égale à L. Par conséquent, x de S est égal à quoi? X de S va être égal à grand L plus D1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que x de S va être égal à quoi? 2D1 plus D1. Pourquoi 2D1? Parce que dans l'énoncé de l'exercice, il a été dit que L est égal à 2D1. Par conséquent, ça n'aura pas x de S va être égal à 3D1. X de S va être égal à 3D1. On y va. X de S donc va être égal à combien? Pose-moi. On aura x de S est égal à 3D1. 3D1 pour dire quoi? Après calcul, on aura donc x de S est égal à 0,12 mètres, c'est-à-dire 12 cm. Et nous avons x de S. Comment faire pour avoir y de S? Allez-y, au niveau de l'équation cartésienne de la trajectoire, et remplacer x par x de S. On avait y égale à 0,53 facteur de, non, 6,53 plutôt facteur de x au carré, cela veut dire x de S donc au carré, moins 0,52 multiplié par x, encore 0,12, plus combien? 0,01. Et après calcul, on a y de S va être égal à 0,049. Donc du coup S, et le point de coordonnée x égale à 0,12 mètres, et y va être égal à 0,04 mètres. Donc voilà les coordonnées n'est-ce pas, du point S, point d'émergence qui coïncide aussi au point à partir duquel le système, à savoir la particule X, sort du condensateur. Maintenant, on aborde la dernière question de cet exercice où on demande de donner les coordonnées du point P. Ce point P qui est le point d'impact tout simplement de la particule X sur l'écran à la sortie. Donc de S vers P, la particule est animée d'un mouvement rectiligne uniforme. La particule va heurter l'écran au point P. Donc le point P aura pour coordonnées x de P et y de P. Mais je pense que nous pouvons déterminer d'emblée la valeur de P. Quelle valeur? La valeur de x de P. Comment déterminer cette valeur de x de P? Voilà, x de P. Pour avoir la valeur de x de P, c'est toute cette distance-là qui va nous intéresser. De ce point-là jusqu'au point O. Et là, on peut le faire. De là à là, c'est égal à cette distance. Donc c'est grand D. On sait plus cette distance, 0,5 L, plus celle-ci, qui est égale à D1. Donc x de P est égal à combien? Donc je reprends cette distance D1 plus cette distance 0,5 L plus combien? Plus cette distance qui est égale à celle-ci, à savoir grand D. Y de S, après on va régler son cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? X de S. Les calculs donnent combien? Les calculs montrent que x de S est égal à combien? 0,16 mètres ou encore 16 cm. On connaît x de S, x de P plutôt. X de P, on rectifie. Ou bien grave, il reprend quoi? Les calculs montrent que x de P est égal à 0,16 mètres. Nous avons la valeur de x de P. Maintenant, intéressons-nous un peu à la valeur de y de P. Y de P est là. C'est cette distance-là. Comment faire pour l'avoir? Si on s'est observé, on va avoir deux triangles. Oui, d'accord, rectangles. Quels sont ces deux triangles rectangles? Ici, je peux l'appeler par exemple le point C, centre du condensateur. Ici, c'est le point S. Et là, je vais l'appeler S', son projecteur orthogonal sur l'axe ici. Ici, c'est le point O', ou bien je l'appelle O seconde. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire tout simplement que le triangle C, S', est rectangle ou en S. Mais le triangle C,
P au second aussi est rectangle ici. Par conséquent, n'est-ce pas, ces deux triangles plutôt, sont deux triangles qui ont en commun cet angle-là, qu'on appelle l'angle alpha ou encore l'angle de déviation. À partir de ce moment-là, comment faire, n'est-ce pas, pour exploiter l'angle-là qu'ils ont en commun afin de répondre à la question relative tout simplement à l'obtention de l'ordonnée de P. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si je travaille avec un triangle C, S, SP, tangente de alpha va être égale à quoi? Tout le monde est d'accord que c'est le côté opposé, à savoir SSP. Sur combien? Sur tout simplement la distance CSP. C'est-à-dire SSP, pour l'élève qui s'est observé, c'est Y de S. Sur tout simplement CSP, qui est la moitié de cette distance-là. Cette distance-là qui est égale à L, à savoir 0,5 plutôt L. Donc, on a une première idée de combien de tangente alpha. Tangente alpha obtenue en travaillant avec le triangle C, S, SP. On peut aussi avoir tangente alpha à partir d'un autre triangle rectangle. Quel triangle rectangle? C, P et O second. Et dans ce cas-là, tangente alpha va être égale à quoi? Tout simplement O seconde fois P sur combien? O seconde fois P sur tout simplement C O seconde. C'est-à-dire quoi? Ça va être égal à quoi? Y de P. Parce qu'en réalité, O seconde de P, c'est Y de P sur combien? Sur tout simplement C O seconde, qui est aussi égal à grand D. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On parle du même angle alpha. On parle exactement aussi de la même tangente. Par conséquent, on a Y de P sur grand D va être égal à quoi? Y de S sur combien? 0,5 multiplié par L. Donc du coup, Y de P va être égal à combien? Y de P va être égal à Y de S multiplié par grand D, le tout sur 0,5 fois L. Donc voilà l'expression de Y de P. Je pense que nous avons toutes les informations. À partir de ce moment-là, on peut remplacer Y de S par sa valeur, grand D par sa valeur, et grand M aussi par sa valeur. Donc du coup, on n'aura pas Y de P va être égal. Donc les calculs montrent que Y de P est égal à 0,08 mètres. Donc du coup, on aura P aura pour coordonnées X de P qui est égal à 0,16 si je ne me trompe pas. Et Y de P qui va être égal à quoi? Y de P qui va être égal à 0,08 mètres. Voilà, chers élèves, nous avons fini tout simplement avec cet exercice. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions posées dans cet exercice. Donc, CNPC au lycée vous donne rendez-vous très bientôt pour la correction d'autres exercices. Mais CNPC au lycée aussi vous informe que sous peu aussi on vous donnera des résumés de cours et des vidéos de courte durée où on aura expliqué des concepts de la physique et de la chimie ou qui posent souvent problème aux élèves. Donc, rendez-vous à très bientôt.